Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Après la décision de Donald Trump de retirer la signature des États-Unis de l'accord de Paris, quels sont les nouveaux enjeux en matière de climat et comment l'Europe compte-t-elle y répondre? C'est l'un des sujets centraux qui est débattu au cours de cette session ici à Strasbourg. Et puis toujours en matière d'environnement, nous ferons le point sur ce qu'il faut commencer à appeler le feuilleton du glyphosate. Vous savez, ce désherbant de Monsanto qui est le plus vendu dans le monde et qui est réputé cancérigène selon un certain nombre d'études, ou pas, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que l'Europe va l'interdire ou est-ce qu'au contraire, elle a l'air, la Commission européenne à l'heure actuelle, d'en prendre le chemin? Est-ce qu'elle va de nouveau l'autoriser? On en parle avec vous, nous allons vous demander ce que vous en pensez. Gilles Pargneaux, vous êtes député socialiste et démocrate, merci d'être là. Et Patrick Le Yarrick, député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous d'être là. D'abord, un mot quand même sur la COP21, sur les accords de Paris. Trump, on vient de le dire, a retiré la signature des États-Unis de cet accord. Grave ou pas? Et quelles sont les conséquences, Gilles Pargneaux? Ce n'est pas anodin le fait qu'un président élu en exercice d'un grand pays comme les États-Unis, qui a des émissions de gaz à effet de serre qui représentent 15% des émissions de gaz mondiales, à partir du moment où il prend cette décision, donc bien évidemment, il y a une onde de choc qui n'est pas négligeable. Et la première question qui tout de suite est apparue sur toutes les lèvres, c'est est-ce que les accords de Paris de 2015 de lutte contre le changement climatique sont morts compte tenu de cette décision du président Trump? Eh bien non. Quand on regarde d'ailleurs les réactions de bon nombre d'États qui avaient ratifié cet accord de Paris, rappelons-nous, 195 pays ont voté en faveur de l'accord de Paris en décembre 2015. En fixant des objectifs. Les États-Unis. En fixant des objectifs. 148 États ont ratifié. Eh bien, ces 148 États, ces 194 États, puisque les États-Unis n'en sont plus, compte tenu de cette décision, ont décidé depuis de réagir en disant « nous allons ». Bien évidemment, sans les États-Unis, continuer à décider la mise en œuvre d'une politique forte en matière de changement climatique. On va détailler un petit peu tout ça. Ouais. Patrick Le Yarrick, est-ce que ces accords de Paris ont encore effectivement un sens et est-ce qu'ils ont une efficacité sans la participation des États-Unis? On le disait, Gilles Pargneaux le disait il y a un instant, qui sont le second pays le plus pollueur du monde. C'est-à-dire le retrait des États-Unis, c'est pas rien. J'allais dire même comparé à la France, qui est 18e, qui est beaucoup moins pollueur, c'est très important d'un point de vue concret, d'un point de vue pratique. Oui, les accords ont toujours un sens. D'ailleurs, c'est maintenant qu'il faut multiplier les accords, les initiatives, les contacts avec les autres grands pays, la Chine, l'Inde, les pays africains qui s'y sont inscrits, de telle sorte qu'on prenne des dispositions pour l'appliquer, quitte à trouver des solidarités nouvelles. Secondement, aux États-Unis même, la population en général et des institutions, des grandes municipalités, des États ne vont pas suivre M. Trump. Donc c'est ce rapport de force-là qui peut conduire le président des États-Unis et puis le pays en lui-même à revenir à meilleure fortune. Vous croyez ça également? C'est-à-dire est-ce que ça va peser effectivement? On a tous entendu parler, la réaction immédiatement des villes, la réaction d'un certain nombre d'États, la réaction d'entrepreneurs également, qui ont dit nous on l'appliquera. Est-ce que ça va peser réellement compte tenu encore une fois de ce niveau de participation entre guillemets des États-Unis dans le réchauffement climatique mondial? Oui. Moi j'étais rapporteur donc, pour le Parlement européen de la résolution que nous avions adoptée en octobre 2015 à l'occasion de ces accords de Paris. Donc j'étais aussi partie prenante un an plus tard pour la COP22 à Marrakech. Qu'avions-nous constaté? C'est que finalement, après l'effervescence de cet accord à Paris en décembre, on avait l'impression qu'on était revenu dans une sorte de routine et que ça ne restait plus en haut de l'agenda pour bon nombre de pays. On s'interrogeait sur la volonté, y compris européenne,
que d'aller dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et alors là, cette décision politique de Trump a galvanisé tout le monde. La Chine, qui a rencontré l'Union européenne depuis ces dernières semaines, a dit « nous qui sommes les plus gros pollueurs, puisque c'est 29% de diffusion mondiale des gaz à effet de serre provenant de la Chine », a dit « nous, on va appliquer ». C'est vrai pour l'Inde et c'est donc vrai des 194 autres pays que les États-Unis qui avaient signé. Et en plus, comme vient de le rappeler Patrick Luyaric, à l'intérieur même des États-Unis, il y a une contre-offensive qui est multiple. De la part des maires, c'est 200 maires qui ont signé une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter les engagements de l'accord de Paris. Le maire de New York, de Los Angeles, de San Francisco, alors on peut dire que ce sont des démocrates, mais c'est aussi vrai de villes dans des régions plus conservatrices comme Bloomington dans l'Indiana, Charlotte en Caroline du Nord, Pittsburgh, au cœur du bassin minier en Pennsylvanie. Et donc, ça, c'est la première chose. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, a diffusé une lettre signée de 1000 organisations, entreprises, autorités locales américaines prêtes à réduire de 26% les émissions de gaz à effet de serre américaines d'ici à 2025, qui avait été la signature du président Obama à l'occasion de l'accord de Paris. Et donc il y a un engouement, 30 États américains sur 50 qui ont décidé de vouloir appliquer l'accord de Paris. Donc les États américains, les villes, les entreprises, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde au sein même de la nation. Après, nous devons aussi expliquer, et toujours, à Trump que c'est un non-sens, ce changement de paradigme économique. C'est l'OCDE qui le dit dans un rapport très récent, va permettre... Quels sont les arguments de Trump, en gros, et quels sont les arguments qu'on peut contrecarrer finalement ? En disant, c'est d'abord la protection de l'emploi ou des entreprises américaines. Or, c'est le contraire. C'est le contraire. On sait que grâce à ce changement de paradigme économique, avec cette lutte contre le changement climatique, c'est 3 points de PIB en plus pour les pays développés qui vont entrer dans ce processus de lutte contre le changement climatique. Donc on va bien. Alors après, nous devons, en tant qu'Européens, avoir une responsabilité particulière. Il faut qu'on retrouve ainsi notre rôle de chef de file pour lutter contre le changement climatique. Et puis, je crois, et je conclus, il nous faut faire en sorte que nous parlions. Donc moi, je vais demander, dans le débat que nous avons à cette occasion, ici au Parlement européen, avec le commissaire Cañete, que la Commission européenne nous donne un agenda pour conclure des accords avec ceux qui, aux États-Unis, sont contre la décision de Trump. Patrick Luyaric, il vous semble que l'Union européenne est prête à réellement faire des choses? On parlait, Gilles Pargneaux disait tout à l'heure qu'il y a eu un peu de mou, on va dire, après les accords. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il vous semble qu'il y a l'Union européenne est en contre-offensive sur cette question de l'application des mesures qui permettraient la diminution du réchauffement climatique de la planète? Comment vous voyez ça? Peut-être qu'on ne peut pas dire que tous les États sont à l'unisson, de la même manière que par exemple la France porte aujourd'hui ces accords. Mais la volonté générale quand même des institutions, elle est pour l'application, pour aller le plus loin possible. Et donc ça, c'est un point d'appui considérable et il faut que les organisations, les non gouvernementales, les syndicats, les associations, les forces progressistes et environnementales se fassent entendre encore plus qu'elles ne le font, argument à l'appui pour mobiliser les populations de telle sorte qu'on les applique réellement, parce que ce dont il s'agit quand même, c'est de savoir si on va pouvoir vivre sur notre belle planète encore longtemps, ou si on laisse ce réchauffement climatique tout dessécher avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui sont aujourd'hui très mal connues ou méconnues. C'est ça la question, c'est aussi la question des délais. C'est-à-dire, on dit on va. On a entendu hier le ministre français, puisque vous y avez allusion, le nouveau ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot, dire nous allons probablement, alors ce mot probablement dans la bouche d'un ministre qui vient d'être
surtout Nicolas Hulot qui vient d'être nommé, ça fait toujours quand même un tout petit peu bizarre. Oui. On va peut-être, etc. On est dans des délais, on va s'y mettre, on va commencer. Les Chinois disent ça aussi, mais enfin, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose arriver. Alors, il y a le rendez-vous de la COP23 du 7 au 16 novembre à Bonn, sous la présidence des îles Fidji, qui sont les îles les plus vulnérables par rapport à ce. Elles peuvent disparaître rapidement d'ici à 2050. Donc le premier rendez-vous, c'est Bonn, novembre 2017, où là, nous devons, devant la scène internationale, faire des propositions concrètes, nous les Européens. Et datées. On en a 7 de propositions. La première, c'est qu'effectivement, nous devons... Toutes les énumérer, on ne va pas toutes les énumérer, mais en quelques points, nous devons donc, à cette occasion, indiquer qu'il faut créer des financements innovants pour lutter contre les changements climatiques. Nous devons fixer un prix plancher pour la tonne carbone et la réforme du système européen d'échange de quotas carbone. Deuxièmement, l'instauration d'une véritable économie circulaire à l'échelle mondiale. Troisièmement, la suppression des subventions allouées au secteur des énergies fossiles. C'est le moment. Il faut que l'on puisse fixer un cap pour que ces subventions aux énergies fossiles puissent s'arrêter dans un calendrier à partir de 2020. Il nous faut ainsi avoir un engagement financier des pays développés à fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement qui subissent les premiers ce changement climatique. Vous voyez, ce sont des actions concrètes que nous devons mettre sur la table et nous qui sommes, je crois, les précurseurs dans cette lutte, nous, les Européens, eh bien, on doit montrer l'exemple. Est-ce que ça veut dire, Patrick Le Yarrick, qu'on est dans... On entend les mesures qui sont souhaitées annoncer ici. On s'aperçoit qu'on est dans un changement quand même de modèle économique assez profond. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer la situation actuelle, mais d'avoir sur un ensemble d'éléments qui concernent directement la production et donc au bout du compte aussi finalement la consommation, des modifications vraiment substantielles, vraiment radicales. Est-ce que c'est le débat, bien entendu. Est-ce que l'économie étant ce qu'elle est, on peut aller vers ces nouvelles manières de produire, ces nouvelles manières de consommer, ou est-ce que ça va être très difficile? Est-ce qu'on va rencontrer sur cette voie-là un certain nombre d'obstacles? C'est forcément un processus difficile, puisque c'est à rebours de tout le chemin du développement mondial et surtout de nos pays. Depuis la libération, au moins, si ce n'est pas avant. C'est-à-dire, le modèle est à repenser. Maintenant, est-ce que ça change le modèle économique? Ça, c'est encore une autre question. Parce qu'une chose est de prendre des dispositions techniques, des mesures dissuasives et des mesures incitatives. Par exemple, le changement d'un modèle basé sur le carbone. Oui, c'est le début d'un processus de transition énergétique, au moins d'utilisation d'énergie. Mais après, dire que c'est un changement du modèle économique lui-même, je crois qu'on n'en est pas là. Parce que sinon, si on en était là, on ne dirait pas que le libre-échange intégral est le nec plus ultra du développement économique mondial. On a quand même des problèmes. On le fait avec la Chine, on le fait avec ce qu'on veut faire avec les pays, une partie des pays d'Afrique, on le fait avec le traité avec le Canada. Et moi, je crois qu'un accord global, il devrait inclure au moins un débat, un moratoire pour examiner si le libre-échangisme économique intégral tel qu'on le prône avec les nouveaux types d'accords, est-ce que ça produit du développement durable? Parce que le mot croissance lui-même est trompeur. Mais est-ce que ça produit du développement économique durable? Est-ce que ça produit du bien-être humain et du bien-être environnemental, si on peut parler comme ça? Il faudrait faire un bilan de cela. Et à partir de ce bilan-là, voir si on ne passe pas plutôt des accords de libre-échange intégral à des accords de coopération mutuellement avantageux au sens où nous en parlions dans l'ancien temps, mais le nouveau sens mutuellement avantageux devrait être aussi avantageux pour l'intérêt général, pour la planète. On parlait de la France il y a quelques instants, vous en parliez il y a quelques instants, la France a un rôle, on est ici dans une enceinte européenne, mais la France a un rôle particulier, tout particulier à jouer dans cette affaire. Oui, puisque c'est à Paris que nous avons eu cet accord mondial
en décembre 2015. Donc la France doit continuer à avoir ce rôle de leadership comme elle l'a eu depuis ces accords de Paris. Donc il ne faut pas mollir. Parce que, comme vous venez de le dire à l'instant, on a un nouveau ministre de la Transition énergétique qui est Nicolas Hulot, qui avait été envoyé spécial de François Hollande, président de la République de 2012 à 2017, et qui, en tant qu'envoyé spécial, avait préparé les esprits ou les contacts diplomatiques pour permettre cet accord. Il a été une pièce maîtresse dans l'accord de Paris aux côtés de François Hollande et de Laurent Fabius, président de la COP 21. Donc maintenant, il faut passer de cette mobilisation qu'il avait souhaité mettre en œuvre à des actes concrets. Et là, il peut, lui, en tant que membre du Conseil européen, un parmi 27 aujourd'hui dans ce Conseil européen, eh bien, il doit leur dire « allons-y ». Allons-y pour développer l'économie circulaire qui va créer 2 millions d'emplois en Europe d'ici à 2030. Allons-y, développons les énergies renouvelables qui est une belle promesse pour l'Afrique. On est tous les deux en relation avec IPMED et Jean-Louis Guigou qui a ce projet de verticale entre l'Europe et l'Afrique. On voit bien que le développement de l'Afrique doit épouser ce changement de paradigme économique si nous ne voulons pas avoir ensuite des problèmes liés à l'immigration, par exemple. On a un intérêt commun. En luttant contre le changement climatique, on est aussi dans une organisation humaine qui va être prédominante. Parce que c'est Nicolas Hulot qui me le disait, quand j'étais rapporteur, je l'avais rencontré, il disait c'est 200 millions de réfugiés climatiques que nous aurons à terme si on n'y prend pas garde. Le Parlement européen a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour ces questions-là, bien entendu. Vous le sentez aujourd'hui mobilisé encore sur cette question ? Pas trop, justement. Oui. Donc c'est pour ça que ce débat en plénière doit permettre non pas seulement de réagir à Trump, mais aussi de remettre en haut de l'agenda cette lutte contre le changement climatique ici au Parlement européen. Et de dire, y compris vis-à-vis de ceux qui sont des anti-européens ou des eurosceptiques, voilà un domaine où l'Europe a une vraie valeur ajoutée pour permettre de lutter contre ce paradigme économique. Je vais prendre un dernier exemple qui nous intéresse tous. Nous avons la volonté d'avoir ces énergies renouvelables qui se développent. Mais à titre d'exemple, les économies d'énergie dans le domaine électrique permettront d'économiser 100 milliards d'euros annuellement d'ici 2020 en Europe, ce qui équivaut à 465 euros par foyer. C'est considérable. Et donc, on le sait, Patrick ou moi-même, on est là pour dire mais il faut donner plus de pouvoir d'achat, notamment aux revenus les plus modestes en Europe. Bien là, on a concrètement une perspective de donner du pouvoir d'achat aux plus modestes. Alors, le glyphosate, autre sujet qui touche bien sûr l'environnement et qui est aussi un sujet central parce que ce sujet a beaucoup de ramifications. On rappelle que le glyphosate est l'herbicide le plus vendu au monde, qu'il est fabriqué par la firme américaine Monsanto, et c'est le composant actif du fameux Roundup. Question, est-ce que le glyphosate est cancérigène ? On sait que, selon le Centre international de la recherche sur le cancer de l'OMS, la réponse est oui. Pour l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, c'est non. Il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises à l'heure actuelle parce qu'on est un peu à la croisée des chemins avec ce feuilleton du glyphosate. L'Union européenne a relancé, la Commission européenne, a relancé au mois de mai, si je ne me trompe, le processus d'autorisation pour 10 ans du glyphosate qui est autorisé pour l'instant à la vente en Europe. La décision va être prise normalement à l'automne. Donc tout le monde est en train de bouger par rapport à ces questions-là. Alors, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? J'allais dire déjà d'un point de vue technique, quels sont les éléments en notre possession qui nous permettent de dire si le glyphosate ou non a des effets sur la santé et ce qu'il faut en faire, s'il faut l'autoriser ou pas, Patrick Leyaric ? D'abord, il y a des études contradictoires. Secondement, il y a une affaire
à l'intérieur de Monsanto qui cache une partie des effets nocifs, et ceci est contesté par d'autres scientifiques, même d'autres centres de recherche. Donc, nous, ce que nous demandons plutôt ici, c'est qu'on ait une méthode d'évaluation des dangers du glyphosate et une homologation de laboratoire, mais qui ont tous les mêmes éléments, et des laboratoires plutôt extérieurs à Monsanto, bien évidemment, des laboratoires publics avec des contre-expertises, mais beaucoup de médecins et beaucoup de scientifiques disent que c'est cancérigène, et donc nous n'avons malheureusement pas de raison de ne pas les croire. Et donc il nous faut absolument ces études-là, et en attendant, les institutions européennes, la Commission notamment, ne doit pas donner l'autorisation de vente. C'est pas la voie qu'ils prennent à l'heure actuelle, la Commission. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que là, on est sur un débat politique majeur, et on est peut-être aussi au début d'un grand scandale. Comme vous l'avez rappelé fort justement, cet herbicide est celui qui est le plus vendu au monde. Et il est présent dans plus de 750 désherbants. Il a été détecté chez 44% de citoyens européens n'ayant jamais été en contact direct avec cet herbicide. C'est quand même considérable. Des études scientifiques disent, et là ça a été prouvé, que c'est un perturbateur endocrinien qui multiplie les risques de fausses couches ou d'altérations génétiques in utero et qui augmente le taux de cancer. Et alors sur le cancer, l'OMS, en mars 2015, a déclaré cancérigène probable. Oui. Alors, là où je suis très étonné, et c'est aussi pour cela que nous allons interroger le commissaire à la santé, M. Andriukaitis, à l'occasion de cette plénière, car je ne comprends pas comment les agences sanitaires européennes peuvent proposer un renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de ce glyphosate pour 10 ans. Pour 10 ans, c'est quand même pas rien, pour 10 ans. Et là, n'y a-t-il pas un scandale, un conflit d'intérêts, car l'avis de l'EFSA est entièrement fondé sur des études sponsorisées et rédigées en partie par l'industrie agrochimique. L'identité des 73 experts nationaux qui ont participé à cette évaluation reste inconnue. Et donc l'enjeu, c'est à partir de maintenant de continuer à mettre la pression. Il y a déjà 1 million de signataires européens concernant une pétition contre le renouvellement de cette mise sur marché, de cette autorisation. Et donc il nous faut il y a une démarche qui a été faite aussi par quelques députés au niveau de la Cour européenne de justice pour tenter d'obtenir, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas les résultats. Alors il y a un certain nombre de nos collègues verts qui ont, Michel Rivasi notamment... Oui, qui ne peut pas être avec nous. On avait prévu qu'elle soit avec nous, elle ne peut pas pour des raisons donc personnelles. Devant la Cour européenne de justice, et puis d'autres députés comme Marc Tarabella, collègue belge, et Éric Andrieux, collègue français, qui souhaitent une audition de Monsanto, etc., et d'experts devant les commissions environnement et agriculture. Commission d'enquête. Et éventuellement, ensuite, dans la perspective de création d'une commission. Alors, pour être complet, ajoutons que se greffe là-dessus cette affaire dont vous avez tous sans doute entendu parler, les fameux Monsanto Papers, on y faisait allusion il y a quelques instants, où l'on apprend que Monsanto, justement, la firme américaine, déploie des moyens gigantesques pour discréditer les travaux des scientifiques qui tendraient à prouver que le glyphosate a des effets nocifs sur la santé. Ceux de l'Agence des États-Unis contre le cancer. On imagine que s'ils font ça, c'est pas pour arrêter la production. Enfin, ce contexte-là devient presque plus important que le débat lui-même. C'est-à-dire qu'on se rend compte des forces gigantesques qui sont mises en place par des multinationales pour tenter de discréditer jusqu'aux scientifiques. Ça va très loin. Évidemment, tous ceux qui relaient leurs analyses et leurs propos dans une affaire comme celle-ci. C'est un gros problème à l'heure actuelle. Enfin, j'allais dire, l'ensemble du contexte est extrêmement trouble. Oui, parce que c'est d'abord trouble et c'est amoral, c'est scandaleux et amoral, parce que dès lors qu'on a une conscience, un degré de conscience plus ou moins élevé de la dangerosité, du niveau de dangerosité d'un tel produit, et qu'on déploie de tels trésors
contre des scientifiques, contre des médecins, contre des chercheurs, contre des laboratoires même, pour les faire plier et se taire, ça devient extrêmement... criminelle, là, oui, ça devient extrêmement inquiétant. Et ceci au nom d'une seule chose, au nom d'un système qui prône en permanence le profit maximum. Mais rien ne vaudra plus que la vie des êtres humains et la survie de nos écosystèmes et de notre biodiversité. Et les profits, vraiment, dans ce cas-là, oui, confinent, il ne faut jamais être exagéré, mais confinent un peu au crime. Mais alors, du coup, comment vous interprétez la position de la Commission européenne dans cette affaire qui, quand même, depuis le début et maintenant spécialement, a l'air quand même de pousser un peu pour que ce désherbant continue à être autorisé. Comment vous l'interprétez? Oui, donc ces groupes de pression que vient d'aborder Patrick Yarrick sont tels qu'il y a un certain nombre de personnes dans les agences sanitaires, l'EFSA ou ECHA, qui effectivement ont une écoute visiblement de la part de ces pressions et de la part de Monsanto. On l'a vu avec ce scandale de Monsanto Paper. Donc à nous de convaincre le commissaire européen à la santé, mais aussi à nous de convaincre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Récemment, le docteur Portier, Christophe Portier, toxicologue et ancien directeur d'agence fédérale de recherche sur l'environnement et de la santé aux États-Unis, a adressé une lettre au président Juncker pour lui exprimer ses inquiétudes sur le caractère cancérigène. D'autant plus que moi, je suis vice-président de la commission environnement ici au Parlement européen, donc j'ai des contacts fréquents avec le commissaire Andriukaitis, qui est un bon commissaire, qui est un médecin, et donc lui-même est sensible à cette situation. Et donc je vais à nouveau lui dire combien, en tant que médecin, il doit être préoccupé sur la nécessité de prévenir. Et puis, on le sait, vous l'avez dit, c'est à l'automne que les États membres, dans le cadre d'un comité technique, vont prendre leurs décisions. Mais c'est un comité technique qui est éminemment politique. Donc il va falloir que, et c'est aussi ce que je dis à cette occasion, que le ministre Nicolas Hulot puisse indiquer et refuser ce renouvellement à l'occasion de cette réunion à l'automne. Et comme ça, Nicolas Hulot, nouveau ministre, sera en conformité avec Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot, qui, le 20 avril dernier, écrivait sur son site que, concernant le glyphosate, il fallait une mobilisation compte tenu des inquiétudes et qu'il fallait dire non à ce renouvellement. Donc je pense, pour l'instant, nous n'avons pas eu de réaction de la part du ministre, mais je pense qu'il faut que le gouvernement, le président de la République, Emmanuel Macron, et Nicolas Hulot disent non à ce renouvellement pour protéger les Européens et les Françaises et les Français. C'est emblématique, Patrick Yarrick, cette affaire du glyphosate qui traîne depuis un certain nombre de mois et d'années maintenant, de cette question qu'on est en train de décrire là, de la pression des très grandes multinationales sur des institutions transnationales, en l'occurrence là, l'Europe, ce qui n'est pas rien, voilà, pour tenter d'imposer leur volonté à des pays, des peuples qui n'en veulent pas, tout simplement. On est dans un point critique là. Ben oui, on est dans une autre cohérence, dans une autre logique. Et dès lors que peu à peu les dirigeants politiques, les gouvernements ont un peu lâché la bride et ont refusé, au nom d'une sorte de liberté un peu bizarroïde, laisser les grandes sociétés multinationales être en situation de force, on aboutit à ça. Et on a ce problème-là qui est extrêmement grave, mais on en a connu un certain nombre les mois derniers dans l'industrie automobile, dans un certain nombre de secteurs. Et ça, désormais, ça devient inquiétant. Et donc la déréglementation et le dessaisissement par le pouvoir politique, les assemblées européennes, les assemblées nationales, les assemblées régionales, les gouvernements, au nom de cette déréglementation et de cette liberté qui est en fait, n'est pas la liberté des citoyens, mais une liberté, un sorte de laisser-faire, mais
pas pour l'intérêt général, c'est un laisser-faire uniquement pour des propriétaires d'entreprises qui sont désormais des actionnaires qui sont extérieurs à l'entreprise. Ils sont là pour toucher les dividendes. Dès lors qu'on est dans cette logique-là, eh bien, on a de la régression sociale, on a de la pression pour la régression sociale et on a gravement maintenant ce que l'on pourrait appeler une régression écologique qui est préjudiciable à nos corps, à notre santé. Et ça, c'est une grave question sur laquelle il faut méditer. Voilà. C'est vraiment une question de société, mais aussi de santé majeure. Les agriculteurs, souvent, sont les défenseurs du glyphosate en disant on en a besoin, etc. Et pourtant, il faut leur dire qu'ils sont les propres victimes du glyphosate. Ils ont une espérance de vie, et c'est prouvé, qui diminue compte tenu de la présence du glyphosate. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Autre débat retrouvé sur le site de l'humanité.fr. Nous ferons le point sur les migrants qui continuent à arriver, à disparaître en Méditerranée. Que fait ou que ne fait pas l'Europe? Merci à vous. Au revoir. Merci.